la plus frappée par la crise Covid. Parce que c'est une grande vallée industrielle. C'est la première vallée de l'aéronautique. C'est l'une des premières vallées de l'automobile. C'est la première vallée du fluvial. C'est celle qui amène toute la production de l'Île-de-France à la mer. Donc la vérité, c'est que cette vallée de la Seine, qui va beaucoup souffrir avec la crise Covid, eh bien, nous devons tous ensemble travailler à la protéger, à la redynamiser. Et bien au-delà de la vallée de la Seine, il y a tous les partenariats que l'Île-de-France doit nécessairement conclure avec la Normandie. On a parlé d'agroalimentaire tout à l'heure, mais c'est très clair, l'Île-de-France ne peut pas se nourrir seule, et pas seulement de produits de la mer. On a besoin forcément de la Normandie. On a besoin de la Normandie pour la logistique, on a besoin de la Normandie pour ses canaux d'approvisionnement, on a besoin de la Normandie pour l'écologie, ça a été dit aussi. On a parlé d'écologie et de matériaux agrosourcés, on a besoin de la Normandie pour tout ça. Et j'ai vu aussi Sanofi, je ne savais pas que Sanofi était aussi présente en Normandie, donc je m'aperçois qu'on a aussi besoin de la Normandie pour nos médicaments, et on y sera évidemment très, très vigilants. Donc nos destins sont liés. Nos destins sont liés parce que le pays vit quand même depuis plusieurs années au rythme des crises. Au rythme des crises. On a eu, au moment de notre élection, le terrorisme islamiste qui a endeuillé le pays. Ça a été le contexte de notre élection, qui était très dramatique, l'élection régionale de 2015. Ensuite, on a eu la souffrance sociale des Gilets jaunes. Tous ces Français qui n'arrivaient pas à vivre décemment, ni de leur salaire, ni de leur retraite. Ensuite, on a eu l'ultra-violence des cagoules noires. Alors, les cagoules noires, c'est tous ces ultras qui ont, après les Gilets jaunes, pris le relais pour piller, saccager les centres-villes, tout détruire par l'ultra-violence. Et ces cagoules noires, eh bien, on les retrouve encore aujourd'hui. On les retrouve à travers tous ces mouvements qui veulent détruire la République et qui veulent détruire nos institutions, qui attaquent la police et les forces de l'ordre, qui attaquent les pompiers dans les quartiers, qui attaquent les médecins, qui ont ces nouveaux barbares qui ont assassiné sauvagement un chauffeur de bus à Bayonne. Donc on vit au rythme des crises. Et à ces crises vient s'ajouter une nouvelle crise aussi brutale qu'imprévue, la crise sanitaire, celle de cette pandémie qui nous frappe et qui nous laisse très désemparés, parce qu'elle va s'attaquer à notre richesse économique et puis elle va faire des victimes que rien n'avait préparé, évidemment, à faire face à la maladie. Alors, face à tout ça, on pourrait baisser les bras. Mais je tiens à le dire, ce matin, ici, en Normandie, à la fête de la pomme, vous m'avez fait chaud au cœur. Pas au corps, au cœur. Vous m'avez fait chaud au cœur parce que tous les intervenants des tables rondes n'avaient qu'un seul mot à la bouche, c'est « on va y arriver ». On va y arriver. On a en nous toutes les ressources, toute l'énergie, toute l'inventivité, toute la créativité, tout l'esprit d'entreprise. On a en nous l'envie de culture, on a en nous des territoires, des élus, on a en nous la France. Et donc on peut se relever. On peut se relever, mais il va falloir quand même qu'on s'y mette tous. Et là aussi, j'ai un petit message politique à passer. Il se trouve que dans ma région, il y a beaucoup d'avocats de la décroissance. Il y a beaucoup d'avocats de la décroissance. Ils disent que ce serait tellement mieux si on n'avait pas de croissance. Ça protégerait beaucoup mieux la planète. Et écoutez, moi, ce que je voudrais dire, c'est que la décroissance, il n'y a pas besoin d'aller la chercher, hein. Elle est là, maintenant, ici, aujourd'hui. La décroissance, c'est quand on perd 15% de sa richesse en 6 mois. Et c'est ce qui va nous arriver. Et c'est ce qui va nous arriver avec 360 plans sociaux qui vont être déposés par des entreprises à la rentrée. Et c'est ce qui va nous arriver avec l'arrivée d'un chômage de masse, avec l'arrivée de la précarité, avec une crise économique d'une dureté qu'on n'a pratiquement jamais connue. Alors la décroissance, c'est pas pour nous. Et ça peut pas être notre modèle. Ça peut pas être notre modèle. Notre modèle, ça doit être une croissance sobre, ça doit être d'aider nos entreprises, d'aider nos forces économiques, ça doit être de se mettre tous au travail, de donner du travail à tout le monde. C'est ça notre modèle et c'est ça notre projet. Et en tout cas, les régions qui ont la compétence développement économique, qui ont la compétence formation, Sophie l'a très bien dit,
on va tout donner. On va tout donner. On va tout donner pour que tout le monde retrouve un travail. On va tout donner pour que nos entreprises relocalisent. On va tout donner pour rétablir notre souveraineté économique. Et on va tout donner pour nos jeunes. Parce que nos jeunes, ils arrivent sur le marché du travail cette année. Les jeunes diplômés, je peux vous dire, ça ne va pas être facile pour eux. Ça ne va pas être facile, c'est humain. Il faut d'abord faire revenir les salariés avant d'embaucher des nouveaux. Donc on va devoir se relever les bras, les manches, et on va devoir se bouger. Mais comme vous l'avez vu pendant la crise, les régions, les maires, les départements ont montré qu'ils étaient beaucoup plus agiles parfois que l'État. Beaucoup plus agiles parce qu'ils sont vraiment en lien avec la vraie réalité de leur territoire. Voir des entreprises qui changent complètement leur production pour s'adapter, parce qu'elles en ont les savoir-faire, pour s'adapter à la nouvelle situation, bah ça, c'est extraordinaire. Ça montre l'inventivité de notre pays, ça montre aussi sa solidarité, ses qualités de solidarité. Mais tout ça, ça ne peut pas se faire sans l'aide des collectivités, sans l'aide de la puissance publique qui, elle, va permettre de lever les barrières administratives, va permettre de donner la subvention qui va bien, va permettre de passer la commande qui aide. Donc voilà, donc il n'y a jamais eu autant besoin de politique. Et si vous êtes aussi nombreux sous cette pluie battante et par ces 14 degrés normands, c'est parce que vous savez qu'il n'y a jamais eu autant besoin de politique. Et c'est parce que vous ne baissez pas les bras. Et c'est parce que vous aimez votre pays. Alors je sais que Hervé va vous parler de sécurité aujourd'hui. Il va vous parler beaucoup de sécurité. Et il aura raison. Parce qu'à côté de la crise économique et sociale qu'on traverse, il y a aussi une crise de la République. Et je suis sûre que Gérard Larcher aussi vous en parlera. Cette crise de la République, en Ile-de-France, on la vit puissance 10 000, parce que vous savez qu'on est la région la plus criminogène de France. On la vit puissance 10 000, et moi j'ai envie de vous raconter une histoire. J'ai envie de vous raconter l'histoire qui m'est arrivée le 15 juillet, juste avant de partir en vacances, c'est le lendemain de la fête nationale. Et il y a des pompiers en Ile-de-France qui se sont fait tirer dessus à balles réelles. Voilà. Alors qu'ils venaient éteindre un incendie de voiture. Vous savez, ces incendies de voiture, comme il y en a à chaque 14 juillet, comme il y en a à chaque fin de match de foot. Voilà, c'est cette façon de se réjouir qui consiste à tout casser. Eh bien, ce jour-là, le 14 juillet, il y a des pompiers d'État sont donc arrivés pour éteindre l'incendie, et on leur a tiré dessus à balles réelles. Donc je me suis rendue auprès d'eux, évidemment, pour les réconforter, les assurer de mon soutien. Et le pompier qui a été blessé, c'était la 3e fois qu'il était blessé depuis 3 ans, alors ça commençait à faire beaucoup. Des blessures qui étaient infligées par des personnes, hein, pas des blessures du feu. Et il me dit, vous comprenez, ça fait des années qu'on nous caillasse dans certains quartiers, et personne ne dit rien, personne ne fait rien. Il y a quelques années, c'est devenu des tirs de mortier. Et puis maintenant, c'est des tirs à balles réelles. Et ils disent, ça ne peut plus durer. Voilà. Alors moi, je veux vraiment alerter. Je veux alerter parce que ce que m'a raconté ce pompier faisait écho à ce que m'avaient raconté les habitants de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. Parce que vous savez peut-être, mais j'ai déménagé le conseil régional du cœur de Paris, du 7e arrondissement de Paris, des quartiers les plus bourgeois de Paris. Je l'ai déménagé en Seine-Saint-Denis, à Saint-Ouen, pour être au cœur des problèmes et pour dire que la République et la région étaient partout, y compris au cœur des quartiers les plus populaires. Et donc à Saint-Ouen, il y a une cité qui s'appelle la cité Schmitt, qui est donc à 5 km du palais de l'Élysée. 5 km du palais de l'Élysée. Et dans cette cité Schmitt, les habitants ont été obligés d'aller voir les dealers et de négocier avec eux comment ils pouvaient faire tranquillement leur business, mais sans trop emmerder la population et en leur laissant de la tranquillité. Alors je suis désolée, mais c'est pas ma France, c'est pas notre République. C'est pas notre République quand il faut que des habitants aillent pactiser avec les dealers pour arrêter d'avoir du bruit dans la rue. Et quand je dis Saint-Ouen, j'aurais pu parler de Dijon. Dijon, où c'est maintenant les bandes de Tchétchènes qui font justice elles-mêmes avec les dealers. J'aurais pu parler de Grenoble, vous avez vu les images de Grenoble, où les dealers paradent maintenant avec des fusils d'assaut. Donc face à ces nouveaux barbares qui mettent notre République vraiment en danger, qui nous menacent,
eh bien je crois qu'il faut un électrochoc d'autorité. Alors j'ai eu quelques petites phrases qui ont été relevées. J'ai cité Philippe Séguin hier. Hier, j'ai cité Philippe Séguin parce que Philippe Séguin, il a dit « Un ministre de l'Intérieur n'est pas là pour interpeller la société, il est là pour interpeller les délinquants. » Philippe Séguin parlait d'or. On pourrait aussi dire que faire acquitter les prévenus, c'est le travail d'un bon avocat, mais faire condamner les coupables et les mettre hors d'état de nuire, c'est le travail d'un bon ministre de la Justice. On pourrait dire ça. Donc, ce que j'entends, c'est qu'il y a une prise de conscience au gouvernement du problème. Et c'est déjà quelque chose. Mais il ne suffit pas d'avoir des mots, il faut des actes. Et nous, on a besoin de l'action. Et l'action, ça commence par l'école. Vous le savez peut-être, mais je suis très engagée sur les sujets d'éducation. J'ai été ministre des universités. Pour moi, tout commence à l'école. Et l'école, Hervé a alerté le premier, il a été le premier des présidents de région à alerter sur le fait que la crise Covid allait encore aggraver la situation scolaire et les fractures scolaires. Aujourd'hui, il y a les décrocheurs. Les décrocheurs que l'éducation nationale perd de vue, que nous, les régions, on est censé récupérer, mais on n'est pas alerté suffisamment vite. Et donc, quand on arrive, c'est souvent trop tard. Il y a les décrocheurs. Il y a maintenant des nouveaux décrocheurs. C'est ceux que j'appelle les décrocheurs Covid. Les décrocheurs Covid, c'est les absents du Covid. C'est ceux qu'on n'a pas revus, qui n'ont pas pris contact avec leurs professeurs depuis le confinement. Et ces gamins-là, il faut qu'on aille les récupérer. Où est-ce qu'ils sont passés? Et il y a une vraie impréparation de la rentrée de ce point de vue. Et puis, il y a aussi, et il faut en parler, des familles qui décident de ne plus mettre leurs enfants à l'école républicaine. Et nous, en Île-de-France, c'est un phénomène qui est très préoccupant. On a des milliers de familles qui refusent d'inscrire leurs enfants à l'école de la République, qui les scolarisent soi-disant par correspondance ou à la maison, et qui en réalité les confient à des associations qui vont les former non pas dans les principes de la République, mais dans les règles, les principes d'un pays d'origine, ou alors, pire, de l'islam radical. Ça, c'est une vraie question. Donc aujourd'hui, on a besoin de ramener à l'école tous les enfants. Et on a aussi besoin que l'école soit un sanctuaire et ne devienne plus un lieu de violence. En Normandie, je le sais aussi, mais en Île-de-France, le phénomène est très préoccupant. J'ai été obligée de créer des brigades régionales de sécurité pour ramener la paix dans mes lycées. Et quand je les ai créées, la gauche m'a dit « mais on n'en a pas besoin, ça sert à rien, c'est pas l'émission de la région ». Eh bien, ces brigades régionales de sécurité, croyez-le ou pas, depuis 1 an qu'elles ont été créées, elles ont fait 250 interventions pour amener le calme dans des lycées d'Île-de-France. 250 interventions dans 131 lycées, appelés au secours par les proviseurs. Voilà, on a des intrusions, on a des guerres de bandes, on a des agressions de profs, on a des incendies volontaires. Voilà la réalité de l'Île-de-France. Et je sais que cette violence aujourd'hui scolaire, elle se diffuse dans tout le pays. Ça n'est pas qu'une singularité francilienne. Alors je vous en parle pourquoi? Parce que je pense que si on ne fait pas le bon diagnostic, c'est-à-dire que tout part de l'école et que tout part de l'éducation, alors on n'y arrivera pas. Et il faut remettre au goût du jour le mot sanction. Sanction, c'est pas un gros mot. C'est pas un gros mot. La sanction, c'est pas un gros mot. La sanction, ça va avec le respect de l'ordre. Quand on respecte, eh bien on vous donne, la nation vous donne, elle vous donne des bourses, elle vous donne vos chances. Quand on ne respecte pas la loi, quand on ne respecte pas la règle, on est sanctionné. Et il faut arrêter les sanctions idiotes. Sanction idiote, c'est l'exclusion d'un établissement scolaire d'un jeune violent. C'est une sanction qui n'est pas la bonne. Parce que cette sanction, elle va le remettre dans le quartier et dans les mains des caïds. Donc le sujet, c'est qu'il faut des établissements de réinsertion scolaire pour les jeunes qui sont les plus marginalisés. Il faut remettre des travaux d'intérêt général. Le gouvernement nous en parle depuis très longtemps, mais on ne les voit pas, les travaux d'intérêt général, très très peu. Et puis, pour les plus violents, il faut accepter de mettre des centres éducatifs fermés et il faut les retirer du contact avec les autres jeunes.
Ça commence par l'école, mais ça continue ensuite dans toute la vie de la société. Cet été, on a encore vu combien de rodéos sauvages qui empêchent tous les voisins de dormir. Eh bien, il faut confisquer les motos. Il faut confisquer les motos, quel que soit leur propriétaire. Parce que la nouvelle ruse, c'est « Ah oui, mais c'est pas ma moto, monsieur. Je l'ai louée. » Ah ben là, on ne peut pas la confisquer parce que c'est pas le propriétaire qui fait le rodéo. Alors tout ça, c'est des petites ruses. Il faut confisquer la moto. Il faut réussir à avoir des sanctions qui sont vraiment dissuasives. Vraiment dissuasives. Quand on prend un dealer, il faut lui confisquer le cash qu'il a sur lui. On ne peut pas le faire. Bah oui, mais confisquons-lui le cash. Quand on a des fraudeurs dans les transports, on a des pickpockets, des harceleurs, on a de plus en plus de violence dans les transports et on a très très peu de sanctions efficaces. Prenons une sanction efficace, elle avait été inventée par Nicolas Sarkozy. Interdisons les réseaux de transport, interdisons de prendre le train en multirécidivistes qui sont pickpockets, qui sont harceleurs et qui passent leur temps à faire des délits dans les transports. Comme on a fait pour les supporters violents dans les stades de foot. Ça a marché, hein. On a enlevé la violence des stades de foot en privant les supporters violents de matchs. Eh bien, si on enlève aux pickpockets multirécidivistes, aux harceleurs de femmes, la possibilité de prendre les réseaux de transport, je vous assure qu'on va beaucoup calmer les choses. Moi, j'ai réussi à convaincre le gouvernement de faire voter cet article de loi dans une loi mobilité il y a 1 an. Elle n'est toujours pas appliquée. Elle n'est toujours pas appliquée. Et puis, il faut que les peines soient exécutées. Au tribunal de Bobigny, les juges ont fait une conférence de presse l'année dernière pour dire que, oui, ils prononçaient des peines, mais qu'ils avaient l'impression de prononcer des peines fictives, parce qu'elles n'étaient jamais exécutées. C'est les juges de Bobigny qui ont dit ça. Parce que quelquefois on dit les juges condamnent pas, mais c'est pas vrai, les juges condamnent. Le problème c'est comme il n'y a pas de place dans les prisons, comme on a... Du coup, eh bien, les peines ne sont pas exécutées, elles sont aménagées. Aménager, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous met un bracelet électronique et qu'on vous dit rentrez chez vous. Sauf que, évidemment, dans les quartiers en question, on voit revenir le délinquant. Vous imaginez? Vous imaginez? Il y a une infirmière, il y a 2 semaines, qui s'est fait agresser parce qu'elle disait à des jeunes de mettre un masque dans le bus. Les jeunes lui disaient, les jeunes l'ont tabassée parce qu'elle leur disait il faut que vous mettiez des masques. Bon. Procureur demande la mise en détention immédiate et ils sont relâchés le soir même. Comment voulez-vous? Vous rentrez dans votre quartier, vous retrouvez la bande qui vous a agressé, vous la retrouvez sur le pas de la porte. Donc ces bracelets électroniques, il faut s'en servir. Il faut s'en servir différemment. Il faut s'en servir pour éloigner les délinquants et faire des centres de détention qui seront en dehors du quartier, dans un lieu un peu isolé. Et du coup, là, on se met à avoir des vraies sanctions. Mais pas quand on laisse les jeunes retourner, ou les jeunes, j'aime pas ce mot, les voyous retourner, terroriser leur quartier. Alors, il faut avoir ce courage. Ça fait des années qu'on nous promet des places de prison supplémentaires. Il nous les faut. Parce qu'évidemment, c'est indigne de mettre 4 personnes dans la même cellule de prison, bien sûr. Mais à ce moment-là, il faut en construire d'autres. Et puis, il faut en construire des différenciés. C'est pas la même chose. Un chauffard de la route ne doit pas être dans la même prison qu'un psychopathe, qu'un caïd de la pègre. Non. Voilà. Il faut des solutions pragmatiques. Vous savez quoi? En Ile-de-France, Madame Belloubet a demandé à la région de financer les places de prison. Bah oui. Ah ben moi je finance tout. Hein. Parce que moi quand on me dit sécurité, je dis oui. Donc je finance les commissariats, je finance les casernes de gendarmerie, je finance les polices municipales, je finance même les voitures de la police nationale. Merci jeune homme. Et donc sur les prisons, Madame Belloubet a dit ah il paraît que la région est prête à financer les nouvelles places. J'ai dit oui. Mais bon, voilà, c'est quand même pas du tout la mission d'une région. Mais bon, moi je serais plutôt pour autre chose, quelque chose de radicalement différent. Ce serait que l'État se concentre enfin sur ses vraies missions, la sécurité, l'éducation, la police, la justice, le régalien, tout le régalien, enfin le régalien, et que tout le reste, il le donne par la décentralisation aux collectivités,
aux départements pour le social, aux régions pour l'économique et la formation et l'emploi, et comme ça, et aux Français aussi. Parce que la société civile aussi, elle demande qu'à avoir des délégations de services publics pour faire. Donc moi, je suis vraiment devenue une partisane farouche de la décentralisation, parce que comme je vous l'ai dit, on est plus près du terrain, on est plus près du réel, et on pourrait exercer vraiment toute une partie des compétences de l'État, et lui pourrait se consacrer vraiment à faire respecter les principes républicains sur le territoire français. Et nous en avons besoin. Je ne serai pas plus longue, parce qu'il y a encore beaucoup de discours, et qu'après avoir eu froid, vous allez finir par avoir faim. Mais ce que je voulais vous dire ici, c'est que les piliers de la République aujourd'hui sont en danger. Je ne vous ai pas parlé de tout. Je vous ai parlé de l'autorité de la loi, je vous ai parlé de l'école, je vous ai parlé de la justice. J'aurais pu aussi vous parler de la laïcité. Vous avez compris que c'est aussi un de mes grands sujets. Moi, j'aimerais que tous les fonctionnaires, que tous les conseillers municipaux, que tous les élus de France prêtent serment quand ils sont élus et nommés. Je voudrais qu'ils prêtent serment que la loi de la République est la première loi qu'ils feront respecter et qu'elle aura la primauté sur toutes les autres, y compris sur les lois religieuses. Alors, soyons clairs, il y a dans notre pays des forces politiques qui veulent tout détruire, qui veulent détruire nos institutions, qui veulent mettre à bas la police. D'ailleurs, cette expression « violence policière » est un piège. C'est un piège. Parce qu'évidemment, il peut y avoir des fautes individuelles dans la police. Mais violence policière, c'est dire que toute l'institution policière française est violente. C'est donc attaquer l'ensemble, c'est dresser les Français contre la police. C'est pour ça que cette expression, il ne faut jamais l'employer. Il ne faut jamais l'employer. Et il ne faut pas conditionner notre soutien à nos forces de l'ordre. Parce que ceux qui veulent détruire les forces de l'ordre, ils veulent détruire le bouclier républicain qui protège les plus fragiles de la loi du plus fort. Et donc il faut être derrière nos policiers. J'ai été regarder les chiffres. L'année dernière, il y a 13 policiers et gendarmes qui sont morts en opération. 13 policiers et gendarmes en France sont morts en opération. Mais qui en parle? Qui en parle? Alors moi, je vous proposerai volontiers de les applaudir. Je vous remercie, la Normandie. Merci à tous. Et battez-vous pour la République.